Mes chers amis, je me fais le plaisir de partager avec vous sur le changement climatique, sur son historique, ses impacts sur notre côte, notre pays, les établissements humains, mais aussi sur la nécessité d'une action au sommet de l'État pour nous permettre d'être résilients, c'est-à-dire de mobiliser les ressources de la République, l'énergie, les connaissances et l'expertise nationale pour être à la hauteur de cette mission, de ce défi qui, de mon point de vue et de l'avis de beaucoup d'experts, est un défi international. Cela est lié au réchauffement climatique dont vous connaissez les éléments macro. En réalité, nous savons tous que la fonte des glaces, l'évolution de la température, le climat à l'échelle mondiale entraînent un dérèglement, surtout au niveau des habitudes et de l'adaptation que les hommes avaient par rapport aux changements sur les climats, sur les saisons et sur tout ce qui tournait autour de ces phénomènes-là. Cela entraîne évidemment partout dans le monde des situations qui sont parfois désastreuses, souvent beaucoup de catastrophes et une grande précarité en découle pour les populations qui généralement habitent le plus près des côtes. Le changement climatique, nous le savons, c'est lié au réchauffement climatique, c'est lié à la surabondance d'usines qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Nous savons tous que cela est le propre des pays développés. Mais malheureusement, les conséquences sont partagées et distribuées, parfois même de manière déséquilibrée, c'est ça la nature, à des pays qui sont pauvres et souvent pas du tout préparés à faire face. Cette réalité fait qu'aujourd'hui, si vous regardez les îles du Pacifique, beaucoup d'États insulaires vivent sous cette menace d'être complètement disloqués par les flots et de voir leurs conditions de vie pour leur population et même la pérennité de leur nation être remise en cause. Ce problème-là, nous le vivons ici au Sénégal. Des exemples très précis, si vous allez à Nioro, vous voyez le phénomène du ravinement et les conséquences que cela a sur les maisons. Si vous revenez sur la côte, vous vous rendrez compte que de Saint-Louis à Kafountine, chaque fois et chaque année, nous faisons face à la furie de la mer et à l'avancée du trait de côte, ce qui résulte ou a pour conséquence la destruction de plusieurs maisons et parfois même des événements graves comme nous l'avons vécu les années passées avec les cimetières à Rufisque, à Bargny et dans beaucoup de contrées de notre pays. Et je pense que cette problématique internationale et locale devrait nous amener à véritablement nous donner les moyens de regarder ce phénomène-là avec un œil nouveau et surtout avec des énergies nouvelles pour que tous ensemble, nous puissions y apporter les réponses idoines. Saint-Louis, tout comme Dakar, tout comme Rufisque, tout comme Bargny, tout comme beaucoup d'autres localités le long des côtes du Sénégal, sont victimes du changement climatique. C'est devenu une réalité et aucune politique de développement, aucune stratégie d'émergence ne pourra être véritablement ne pourra porter ses fruits s'il ne prend pas en compte ce phénomène mondial qui aujourd'hui intéresse l'ensemble de la collectivité nationale et particulièrement les populations africaines et de manière plus systématique les côtes sénégalaises, parce que nous avons 700 km de côtes qui posent nécessairement la question de la survie de beaucoup de citoyens de ce pays. Le changement climatique et ses impacts sont une réalité pour le Sénégal. 80% de nos populations habitent le long des côtes. Donc sur les 15 millions de Sénégalais, nous pouvons dire au bas mot qu'il y a presque 12 millions de Sénégalais qui sont directement impactés. De Saint-Louis à Kafountine, vous avez les pêcheurs au niveau de Saint-Louis, de Kayar, de Joal, de Dakar jusqu'à Kafountine. Vous avez les maraîchers sur la petite comme sur la grande côte. Vous avez aussi sur Dakar plus de 90% de nos usines qui y sont installées. Cela pose nécessairement l'urgence pour le Sénégal de réadapter sa politique de développement en direction d'un phénomène qui est devenu international et dont nous avons malheureusement une très grande partie de nos établissements humains qui sont directement impactés par ce phénomène-là. Alors,
deux choses s'imposent à nous. D'abord, pour le président de la République du Sénégal, il y a nécessité de réorienter les politiques publiques, mais ensuite de faire en sorte de proposer des projets qui vont mettre en sécurité, assurer la résilience de nos établissements humains pour avoir simplement l'alibi international pour faire du président de la République, du gouvernement du Sénégal, des champions en matière de résilience et de lutte contre les effets pervers du changement climatique. Parce que nous savons tous qu'à l'échelle internationale, les engagements de la communauté internationale, même si c'est avec beaucoup de bonne volonté, mais la réalité en matière de disponibilité des ressources n'est pas évidente. Ils peuvent s'engager aujourd'hui, comme la communauté internationale l'a fait pour 100 milliards de dollars chaque année sur le changement climatique, mais très peu d'États, très peu de sous seront distribués pour aller dans cette dynamique-là. Alors le Sénégal ne peut pas absolument, totalement se reposer sur la dynamique internationale pour pouvoir assurer la mise en défense de ces populations. Donc, je pense que Saint-Louis, Dakar, Fatick ou Kaffrine ou toute autre localité du Sénégal qui est impactée par ce phénomène-là devra recevoir de la part de la puissance publique l'aide et l'assistance nécessaires. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement important que de grands programmes et de grands projets se basant sur des ressources internes puissent être mis en place aussi bien au niveau de Saint-Louis. Par exemple, sur Dakar, nous nous rendons compte que sur la corniche, quand vous arrivez au niveau de la direction générale des douanes, vous vous rendez compte qu'il y a moins de 5 mètres entre le trait de côte et la route. Le jour où ce problème-là sera évident et manifeste à ce niveau-là, ce sera toute la circulation au niveau de Dakar qui va être complètement chamboulée. Et comme gouverner, c'est prévoir, il est urgent que nous puissions comprendre que le phénomène qui est apparent à Saint-Louis, apparent à Bargny et à Rufisque, l'est autant pour la capitale du Sénégal et l'est autant pour les autres localités qui se retrouvent le long des côtes sénégalaises. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a deux phases à observer. La première, c'est un engagement interne fort pour assurer la défense de nos établissements humains. Et sur la base de cet engagement interne fort, faire un plaidoyer à l'échelle internationale qui aura le mérite de faire du président de la République un champion en matière de résilience et en matière de lutte contre les changements climatiques. Parce qu'auparavant, il aura eu des éléments d'articulation à l'intérieur pour montrer son engagement et sa dynamique au niveau de cette problématique et de la prise en charge réelle de cette problématique à l'échelle interne. Je voudrais maintenant, pour étayer mon propos, pour lui donner plus de consistance, revenir sur un cas particulier, celui de Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis a été la capitale de l'Afrique occidentale française, la capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Donc, c'est une zone qui a un potentiel historique énorme. La réalité d'aujourd'hui fait que cette zone est incluse dans une réserve de biosphère transfrontalière entre le Sénégal et la Mauritanie, qui inclut des zones et des sites qui ont été classés patrimoine, comme la ville de Saint-Louis, le parc du Djoudj au Sénégal, le parc du Djawligne en Mauritanie, la réserve de Gumbel, la réserve de la langue de Barbarie. Sans compter maintenant les zones humides dans le Gandiolé et tout autour de l'Interland de Saint-Louis. Cela nécessite donc un espace particulier et privilégié compte tenu de son poids historique, de son potentiel en matière économique, de son potentiel de développement touristique et de son potentiel agricole. Mais c'est aussi une zone qui est liée, extrêmement liée et très précaire, très précarisée par rapport à l'avancée du trait de côte. Sur les 10 dernières années, chaque année nous avons observé de manière récurrente une maison, 2, 3 qui ont été détruites par la mer et de manière cyclique. Chaque année aussi, nous avons observé que ce phénomène-là prenait de l'amplitude d'année en année. Et sur les 5 dernières années, c'est au minimum 10 maisons qui ont été détruites chaque année. Cette année-ci, nous l'avons constaté avec une amplitude exacerbée, énorme, sur toute la langue de Barbarie. Sur plus de 11 km en partant de Gokhumbat, Santiba, Santisouf, Guet-Ndar, Hydrobase et les cimetières de Tchakangay, tous ces espaces-là ont été touchés par la furie de la mer, mettant dans une précarité extrême des populations qui, malheureusement, n'ont pas été préparées
et pas du tout aidé suffisamment pour protéger cette côte-là. L'histoire nous a appris, et moi quand j'étais maire déjà en 2009, j'avais compris ce phénomène-là. C'était la raison pour laquelle déjà en 2011, j'avais organisé un forum international sur le changement climatique à Saint-Louis, qui avait amené 22 nationalités à Saint-Louis et plus de 600 délégués. Juste pour montrer l'urgence qu'il y avait d'intervenir sur la ville de Saint-Louis et certainement de faire le plaidoyer à l'échelle internationale pour la résilience de cette zone stratégique et très symbolique en matière de gestion du climat. Cela nous a permis, avec l'aide de ONU Habitat, de réaliser sur Saint-Louis plus de 68 maisons, juste pour pouvoir permettre de faire des mesures de sauvegarde par rapport aux populations qui étaient les plus exposées le long de la frange côtière, pour les amener à l'intérieur des terres en leur offrant le gîte et la sécurité dont ils avaient besoin. Et je pense que ce problème-là doit être accentué, augmenté, élargi et lui donner plus d'amplitude. Je n'entendais pas plus de l'État du Sénégal que de prendre appui sur ce projet pour apporter encore plus de logements, beaucoup plus de logements, d'autant plus que Saint-Louis, qui fait 4800 hectares, a presque 2/3 de sa superficie dans les eaux. Il est possible aujourd'hui, à travers des programmes d'envergure, tels qu'avec les études qu'on avait menées avec un cabinet hollandais qui s'appelle Arcadis, il est possible d'extraire de ces zones humides près de 1000 hectares pour les mettre à la disposition des populations. Mais cela aussi doit être un élément, une articulation pour le gouvernement du Sénégal de s'engager résolument dans la lutte pour la résilience de cette cité historique. Et de ce point de vue-là, nous aurons ainsi l'opportunité non seulement d'assurer la sécurité des populations, mais ensuite de donner au gouvernement du Sénégal l'alibi rêvé pour faire du Sénégal un champion en matière de résilience, mais aussi un espace extrêmement attractif pour capter les fonds verts et faire en sorte que la communauté internationale puisse prendre le Sénégal comme exemple et le montrer en termes de réalisation, en termes de résilience, en termes de mise en défense de notre côte, comme l'exemple à suivre à l'échelle du continent et peut-être même à l'échelle mondiale. Et c'est pourquoi aussi je suis inquiet et un peu déçu de la manière avec laquelle on a commencé à prendre en charge la question liée à l'avancée du trait de côte relativement sur Saint-Louis. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Je sais que le gouvernement est aujourd'hui acculé parce que des populations sont dans la détresse. Il y a une grande souffrance à Saint-Louis et une grande précarité pour les populations. Et c'est pourquoi certaines mesures sont prises en charge. Mais je suis obligé, comme je l'avais fait il n'y a pas longtemps, de dénoncer la manière avec laquelle on est en train de gérer un problème qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond que la manière, que la perspective dans laquelle ce problème-là est pris en charge. Je m'explique. Il y a eu l'année passée ce même phénomène sur Saint-Louis. Et c'est certainement ce qui a alerté le maire de Saint-Louis au point qu'il puisse parler au gouvernement du Sénégal et que le ministre du budget puisse décider de décaisser 3,6 milliards ou 3,8 milliards pour la mise en défense de la côte saint-louisienne. Je trouve que ce n'est pas ça la bonne méthode. On a l'impression que c'est un père de famille à qui sa femme demande une dépense de 20 000 francs, qui lui dit non, je n'ai que 3 000 francs, débrouille-toi avec. Et en termes de résilience et en termes de gestion du risque climatique, on ne procède pas de la sorte. Et en termes aussi de développement et de perspective de développement, ce n'est pas la bonne méthode. Parce que je pense que pour des questions aussi essentielles, je rappelle qu'en 1929, alors que nous étions sous colonisation, l'État français avait construit une digue de protection. Cette digue a tenu de 1929 à maintenant. Cela voudrait dire simplement que lorsque vous agissez pour le compte de vos concitoyens, vous devez aller dans la durabilité de l'action que vous menez. Lorsque vous amenez sur Saint-Louis, en fonction du risque climatique que nous avons, des gabions, ou lorsque vous décidez que j'ai que 3,6 milliards et que je vais le mettre, cela voudrait dire que vous êtes complètement à l'opposé de la manière avec laquelle on doit procéder. Je pense que ce qui était important, en premier, c'est d'abord des études qui prendraient certainement plusieurs centaines de millions, mais donneraient au moins une lecture réelle
de l'immensité du défi auquel nous devrons faire face. Cela aura le mérite de dire exactement combien de milliards il faudra mettre sur Saint-Louis pour assurer la défense de plus de 100 000 personnes qui vivent sur la langue de Barbarie. Cette étude aura au moins le mérite d'être assez élargie pour non seulement procéder à la mise en défense de la côte, mais ensuite créer une bande de sécurité entre la nouvelle digue et les premières habitations pour permettre, comme par le passé, sur une période au moins d'un siècle, de régler la question du risque climatique sur Saint-Louis. Cela n'a pas été fait, mais aujourd'hui nous faisons face à quelque chose qui, pour moi, peut amener beaucoup plus de problèmes que l'idée de solution qu'on veut lui faire porter. Qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que les gabions, c'est-à-dire des grillages dans lesquels on enferme des blocs de basalte, n'est pas la solution idéale pour protéger une côte, surtout relativement à la houle telle que ça se passe au niveau de Saint-Louis. C'est un projet qui pourrait être très intéressant si c'était dans un milieu alluvionnaire ou au niveau du fleuve Sénégal. Ça ne poserait aucun problème puisque le fleuve est caractérisé par un écoulement assez lent et qu'il n'y a pas de dommages à mettre des gabions. Mais si vous mettez des gabions au niveau de la mer, le premier risque, c'est que c'est un environnement corrosif. Le plastique va se fissurer sous le soleil et ensuite le sel va attaquer le fer qui va se casser. Les basaltes vont être libérés et lorsque la mer reviendra, ce ne sera plus de l'eau seulement qui sera jetée sur les maisons, mais ce sera de l'eau mélangée à de véritables projectiles et les dommages pourront être multipliés. Donc au jour d'aujourd'hui, et nous le savons tous, l'année prochaine, il y aura encore des houles. Il y aura encore ce même phénomène-là. Si les gabions ne tiennent pas, et nous l'avons déjà constaté qu'ils ne tiennent pas, pour deux raisons. D'abord parce que l'environnement était corrosif, mais ensuite parce que celui qui a réfléchi à la pose des gabions n'a pas réfléchi à la dynamique économique du site. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans. Ils travaillent avec quoi? Avec des pirogues. Et les pirogues font plusieurs tonnes. Ils n'ont pas d'espace pour parquer les pirogues. Ce qui va se passer, et nous avons les images pour le prouver, ces pirogues-là vont enjamber les gabions, la digue, vont donc casser les grillages pour libérer les blocs de basalte et ensuite les gens vont aller en mer et revenir comme cela. D'ici l'année prochaine, on sera dans une situation d'extrême précarité où à la prochaine houle, ça risque d'être très dommageable pour les habitations. C'est pour cette raison-là que je pense que ce n'était pas la bonne solution. Deuxièmement aussi, si nous voulons véritablement travailler et nous mettre en disposition de pouvoir nous réajuster et faire ce qu'il nous faut, je pense qu'il est urgent maintenant que le président de la République prenne véritablement ce que le défi local lui impose, d'être un champion en matière de changement climatique. Cela pose simplement mobiliser de la ressource nationale, le mettre à la disposition des franges les plus touchées de notre côte, de créer des situations où on réalise pour la première fois au Sénégal une résilience réelle et une mise en défense parfaite d'établissements humains. Et sur cette base-là, porter ce projet à l'échelle internationale pour que les 700 km de côte sénégalaise puissent être réajustés et protégés de la sorte. Le problème qui se pose avec acuité à Saint-Louis se pose avec la même violence au niveau de Dakar, se pose aussi avec la même violence au niveau de Bargny, de Rufisque et sur toute la petite côte. Je rappelle que autant dans les États insulaires, cette menace est réelle, cette menace nous la vivons au niveau du Sénégal. La pointe de Sangomar a disparu, la pointe Sarène aussi. Les îles du Saloum, certains sont durablement menacés. Au niveau de Saint-Louis, l'île de Dounbabodje a été attaquée, Tassiner, pareil. Et je pense que cette réalité est notre réalité aujourd'hui. Et cela mérite certainement un réajustement des politiques publiques en direction de la prise en charge de ce phénomène-là. Je pense que de ce point de vue, lorsque l'État du Sénégal assurera la mise en défense, parce que Saint-Louis le mérite par rapport à son histoire, Saint-Louis le mérite parce que c'est les Sénégalais qui y habitent, Saint-Louis le mérite par rapport à l'extrême vulnérabilité de cette réserve de biosphère de 350 000 hectares. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est extrêmement urgent que nous puissions prendre une difficulté que nous avons, en faire un défi, le réajuster,
le réaliser et ensuite le porter à l'échelle nationale, internationale, comme le plaidoyer du Sénégal en matière de lutte pour les changements climatiques. Cela donnera plus de crédit au président de la République. Cela fera de lui une autorité en la matière et du Sénégal un espace de réalisation pour mettre en place un ensemble de dispositifs, cette fois-ci prenant appui sur les ressources extérieures pour véritablement mettre de grands projets d'envergure en matière de résilience et de mise en défense de nos établissements humains. Je pense que c'est cela la démarche, même si je conçois et je constate et j'accepte que l'urgence a fait que l'État du Sénégal, dans la précipitation, a réalisé ce projet, mais force est qu'il faut reconnaître que ce projet est très précaire et surtout est source de danger pour les populations par rapport à la prochaine houle qui va venir. Il y a nécessité de nous réajuster, il y a nécessité de faire prévaloir des études sérieuses sur site pour ensuite amorcer des solutions partant de nos ressources nationales et ensuite appeler la communauté internationale, faire du Sénégal un espace de plaidoyer et du président de la République du Sénégal un champion en matière de changement climatique. Je le pense que c'est comme ça la bonne démarche parce que Saint-Louis le mérite et il s'agit de la survie d'un aspect et d'un pan important dans l'histoire politique, religieuse et économique du Sénégal. Et je vous remercie de votre aimable attention.